Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de voir les boucles en ActionScript 3. Alors les boucles, c'est commun à presque la majorité des langages de programmation et ça permet de gagner du temps. Alors quand j'entends gagner du temps, il faut savoir que de base les programmeurs ils sont relativement fainéants et ils ont trouvé plein d'astuces pour pouvoir gagner du temps dans un programme. Donc là en l'occurrence, les boucles ça va permettre de répéter certaines actions en boucle comme son nom l'indique afin d'effectuer différentes sortes de choses. Donc, par exemple, on pourrait répéter 10 fois la phrase je suis un perroquet, ou par exemple répéter 10 fois l'ajout d'un ennemi sur la carte, c'est-à-dire que ça va afficher 10 ennemis sur la carte si on décide de boucler 10 fois sur l'instruction créer un ennemi. On pourrait par exemple créer une boucle qui nous permette de parcourir un tableau. Alors vous savez pas encore ce que c'est qu'un tableau, mais on va voir cela dans quelques instants. Et donc ça permet de faire quand même pas mal de choses. Alors dans beaucoup de langages de programmation, et notamment le C, le C++, il y a différentes sortes de boucles. Donc le do while, for next et for each par exemple. Alors en AS3, il y en a quelques-unes aussi, on va les voir. Donc on crée un document ActionScript 3, comme vous en avez l'habitude. On va aller directement sur la timeline, dans la première image, et au niveau du code, on va taper notre première boucle. Alors notre première boucle, ça va être la boucle while. Alors while en anglais ça veut dire tant que, et bien sûr tant que une condition. Pourquoi tant que une condition? Parce que on dit souvent tant que quelque chose est vrai par exemple, on va faire ça. Donc c'est le principe d'une boucle. Donc là on va dire par exemple, admettons dans le langage courant, on pourrait dire tant qu'il fait soleil, je garde mes lunettes de soleil par exemple. Et ça implique que l'on continue d'effectuer je garde mes lunettes de soleil tant que le soleil est là. Si le soleil est plus là, on enlève nos lunettes de soleil, d'accord? Donc là, la condition, c'est tant que le soleil est là, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple compteur. On va faire un autre style de boucle. Compteur, il va être égal à 0, il va être de type int au début, d'accord? Donc là, on va faire tant que compteur est supérieur, est inférieur, pardon, à 10, à ce moment-là, on va mettre notre fameux bloc dont on a l'habitude avec les accolades, on l'a vu dans le cours sur les conditions. Donc tant que, et là vous le remarquez encore une fois, on a une expression booléenne, d'accord? Donc tant que cette expression booléenne est vraie, on va continuer de répéter ce qui se trouve dans le bloc. Donc là en l'occurrence, l'expression booléenne c'est tant que compteur est inférieur ou égal à 10. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais jusqu'à présent, compteur, il sera toujours égal à 0, donc toujours inférieur à 10. Donc la boucle while, ici, va toujours tester une condition qui est vraie, donc toujours continuer. En effet, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là une boucle infinie. Et en fait, si je lance le programme, vous allez voir que, eh bien, il va cracher, et là, Flash va commencer à mouliner. D'accord? Donc moi, je vais mettre pause la capture d'écran pour arrêter tout ça. Dans ce cas-là, vous n'avez aucun autre choix dans Flash que d'accéder directement au moniteur de tâches pour quitter Flash de manière la plus brutale possible. Alors sur Mac, c'est Pomme Alt Escape si vous voulez atteindre, vous voyez, le forcer des applications à quitter. D'accord? Donc en fait, on va retaper notre code forcément. Donc compteur est de type int, il est égal à 0, et tant que compteur est inférieur à 10. Alors vous allez me dire, pour l'instant, bah, il est bien beau ton code, mais il sert pas à grand chose, à part à faire cracher Flash. Effectivement, déjà pourquoi ça a craché? Tout simplement parce que comme c'est toujours vrai, bah, ça continue de tourner, ça tourne, et puis au bout d'un moment, vous voyez, bon là déjà Flash me renvoie l'erreur de tout à l'heure, et vous voyez que bah, en fait Flash il va continuer de mouliner, 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 il va prendre sur votre CPU, sur votre CPU, et ça va, à un moment, ça va bloquer, hein. Il va se dire, écoute, là, ton programme, il commence à me prendre beaucoup de mémoire, je peux plus gérer, je sors une erreur. D'accord? Alors, donc cette boucle while, il va falloir trouver un moyen d'y sortir. Et en général, là, dans ce cas-là, comment on va sortir de la boucle? Et ben, c'est tout simplement, il va falloir monter euh, le compteur. Donc pour monter le compteur, on va faire une incrémentation toute simple, avec plus plus, qui rajoute 1 à la variable compteur. Donc on aurait pu l'écrire aussi de la manière suivante, plus... Ah, je voulais mettre un commentaire et pas des plus.
compteur plus égale 1, ou alors, comme on l'avait vu, compteur est égal à compteur plus 1. C'est exactement égal à la même chose, d'accord? Donc là, comme compteur va augmenter petit à petit, eh bien, il y a un moment ou un autre où compteur va être inférieur à 10, donc il va être à 9, et au prochain tour, la condition ne sera pas vraie, puisqu'on aura augmenté compteur, compteur vaudra 10, et compteur, comme il vaudra 10, il n'est pas inférieur à 10, il est égal à 10, donc la condition n'est pas vraie, elle est fausse, et à ce moment-là, on sort de la boucle. Donc on se retrouvera à cet endroit-là dans l'exécution du programme. D'accord? Cet endroit-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher un trace avec marqué tour de boucle. Et vous allez voir, si je lance mon programme, il va m'exécuter tour de boucle dans la console 10 fois. D'accord? Comme on a commencé ici compteur à 0, le premier tour, compteur vaut 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher compteur, espace, plus compteur. Donc là, on fait une concaténation de la valeur de compteur pour afficher la valeur du compteur. Je vais relancer mon application. Et vous voyez qu'au premier tour, compteur est égal à 0, puisqu'on l'a initialisé à 0. Donc on rentre dans la boucle. La condition est vraie, compteur est égal à 0 et c'est bien inférieur à 10. On rentre dans la boucle, on affiche tour de boucle plus le compteur. Compteur est égal à 0, vous voyez. On incrémente le compteur, donc maintenant compteur est égal à 1. On remonte tout en haut de la boucle, est-ce que la condition est vraie? Compteur est égal à 1, c'est bien inférieur à 10, donc l'expression booléenne est vraie. Et on va continuer jusqu'à que compteur ici soit égal à 9. On remonte, compteur est bien inférieur à 10 puisqu'il vaut 9. Et au prochain tour, compteur il vaut 10. Et quand on remonte dans la boucle ici, la condition n'est pas vraie puisque 10 est inférieur et pas inférieur à 10, c'est égal. D'accord? Donc si par exemple ici j'avais mis inférieur ou égal et que je teste, vous voyez bien, ça me rajoute un tour de boucle en plus puisque 10 est égal à 10, donc ça valide bien l'expression compteur est inférieur ou égal à 10. D'accord? Donc voilà, ça c'est une boucle relativement simple. Alors il existe aussi la boucle do while qu'on va voir maintenant. Do while. Alors la particularité de la boucle do while, c'est qu'il y a un point virgule à la fin et que la condition s'écrit après le bloc, d'accord? Après le bloc d'accolade. Alors c'est d'abord do, d'accord? Ça veut dire faire en anglais. Ensuite on exécute ce qui se trouve dans le bloc d'accolade. On ferme l'accolade, donc on ferme le bloc. On écrit while et la condition. Et n'oubliez pas de finir par un point virgule, c'est souvent là qu'on se trompe quand on débute. D'accord? Donc là, il va falloir écrire une condition. Donc là, c'est faire tant que. C'est pas tant que et on fait. D'accord? Donc c'est faire quelque chose tant que la condition qu'on va écrire est vraie. Donc là, on va mettre tant que compteur est inférieur à 10. Là, on va marquer trace. Et là, on va directement afficher le compteur. Ça ira plus vite pour nous. On va tester. Ah, j'ai fait une erreur de syntaxe. Et là, j'ai fait une erreur de syntaxe et en fait, tout à l'heure, j'ai fait une boucle infinie et vous voyez bien, la durée d'exécution du script a dépassé 15 secondes. Au bout de 15 secondes, Flash détecte une erreur et s'arrête. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Effectivement, compteur est toujours inférieur à 10 puisque je ne l'ai pas incrémenté. Donc là, il faut bien que je l'incrémente, hein. Ça, c'est très important. Donc là, vous voyez marqué 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah ça change pas grand-chose, la boucle do while, apparemment. Seulement, le truc de la boucle do while, en fait, l'idée de la boucle do while, c'est qu'elle s'exécute au moins une fois, même si la condition est fausse. D'accord? Comme la condition est à la fin du bloc, elle sera testée uniquement après avoir exécuté au moins une fois ce bloc. C'est-à-dire que si ici, par exemple, je mets compteur à 20, on va enlever ça par exemple, vous allez voir que forcément ici la condition compteur n'est pas inférieure à 20, à 10, pardon, 20 n'est pas inférieur à 10, donc la condition ici n'est pas vraie, donc la boucle n'a pas censé lieu d'être si c'était une boucle while normale, seulement là c'est une boucle do, donc ça va afficher au moins une fois le compteur, puisque le principe de la boucle do while c'est de rentrer au moins une fois dans la boucle. Et vous voyez, ça l'affiche bien une fois, mais après ça s'arrête puisque la condition n'est pas vraie. D'accord? Donc ça c'est le principe de la boucle do while. Donc maintenant on va voir un autre type de boucle qui est honnêtement la plus utilisée de toutes les boucles possibles en ActionScript 3 et même dans la majorité des langages, c'est la boucle for.
Alors la boucle for, elle condense plusieurs notions. Et en général, vous avez remarqué, dans une boucle, on a besoin d'un compteur, on a besoin d'une condition, et on a besoin donc, comme je disais, d'incrémenter ce compteur. Donc là, en fait, il y a une boucle qui existe en ActionScript 3, qui a cette forme-là, qui s'appelle for, et à l'intérieur des parenthèses, on va pas mettre une condition, on va mettre trois choses. On va mettre une initialisation de compteur, c'est-à-dire la déclaration de la variable compteur comme on l'a fait avant. On va mettre la condition qui termine la boucle, c'est-à-dire pour que la boucle continue, il va falloir valider la condition qu'on va mettre ensuite. Et ensuite, on va incrémenter ce compteur, ou on va faire quelque chose d'autre. Donc là, on sépare tout par des points-virgules. Là, c'est l'initialisation de notre compteur. On va l'appeler i. Alors, on va le mettre de type int, d'accord, est égal à 0. Donc là, c'est vraiment comme si je faisais, pardon, c'est var, excusez-moi. C'est vraiment comme si je faisais une initialisation tout à fait normale d'une variable, sauf que je le mets en premier paramètre des parenthèses de ma boucle for, d'accord. Donc là, c'est l'initialisation de notre variable et l'affectation de i à la valeur 0, de 0 à la valeur i, pardon, à la variable i, donc j'ai du mal. Et en fait, i va nous servir de variable de référence, de compteur en fait, d'accord. Donc là, j'initialise i. Après, dans ma deuxième partie de ma boucle for, je vais tester une condition. Donc là, on va mettre tant que i est inférieur à 10, par exemple. Et le dernier, la dernière partie de la boucle for, c'est l'incrémentation du compteur, d'accord. Donc i++. Alors il faut savoir qu'en général, les programmeurs, ils aiment bien mettre i pour la boucle for comme compteur. Ensuite, si on a par exemple deux boucles for imbriquées les unes dans les autres, ensuite on mettra j. Voilà, par exemple, si on était comme ça, ensuite on mettra j, k, l, etc. D'accord. Donc c'est en général des variables plutôt communes qu'on utilise. C'est, je dirais, c'est quelque chose d'assez fréquent dans les codes des programmeurs. Donc vous verrez souvent ceci. Donc là, pour répéter, on déclare une variable qui va nous servir de compteur, on déclare une condition, donc une expression booléenne en l'occurrence, i est inférieur à 10, tant que c'est vrai, on continue la boucle, et on se sert ici du dernier paramètre, je dirais, de la boucle for pour pouvoir incrémenter notre compteur. D'accord. C'est en général comme ça qu'on procède. Alors en C++, par exemple, on peut se servir des slots pour mettre alors ce que j'appelle slot, c'est les paramètres de la boucle for, tout ce qui est séparé par une virgule. Alors on pourrait se servir ici de la première instruction pour déclarer par exemple une autre variable, qu'on pourrait appeler int i égale 10. Mais bon, en général, c'est des cas qui sont très rares. C'est pas en général dans le développement de jeu, donc je vais pas vous embêter avec tout ça. Donc, là, on a une boucle for, d'accord? Et je vais pouvoir tracer ici, par exemple, tout simplement la valeur de i, puisque i est toujours une variable qu'on peut utiliser, bien sûr. Donc là, si je lance mon application, vous allez voir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, d'accord? Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ici on a incrémenté le compteur de 1, on aurait pu l'incrémenter de 2, par exemple faire plus égale 2, ça aurait fait 0, 2, 4, 6, 8, d'accord? J'aurais pu aussi, par exemple, très bien commencer, au lieu de commencer à 0, j'aurais pu commencer à 2, donc 2, 4, 6, 8, d'accord? Pour que cette condition soit valable à chaque fois. Et ça, c'est vraiment le centre d'une boucle, c'est la condition. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre comment fonctionne la boucle for. On va voir quelques applications des boucles juste à la fin de cette vidéo, mais pour l'instant, on va voir en revue un peu toutes les boucles qui sont possibles en ActionScript 3. Alors, il existe une autre boucle qui est vraiment, je dirais, très importante pour moi, c'est la boucle for each. Le problème, c'est que je ne peux pas vous la montrer sans parler des tableaux. Donc on va laisser ça pour la fin, on va juste voir deux mots-clés qui sont très importants en ActionScript. C'est les mots-clés continue et break. D'accord? Donc là, je relance une boucle for toute simple en commençant mon compteur à 0 et en l'incrémentant de 1 sur une condition qui teste si on va jusqu'à 10. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est on va dire par exemple, à l'intérieur de la boucle, hein,
puisque c'est un bloc, on peut écrire des blocs à l'intérieur des blocs. Donc là, je vais écrire une condition. Je vais dire si i est égal à 2, par exemple, à ce moment-là, eh bien, je vais sauter un tour de boucle. Alors pour sauter un tour de boucle, on utilise le mot-clé continue, et on met tout de suite un point virgule à la fin, comme ceci, pour finir l'instruction, bien sûr. Et donc là, en fait, dès qu'il va tester la condition et qu'il va voir le mot-clé continue, à partir du moment où i vaudra 2 dans les tours de boucle, il va tout simplement sauter au prochain tour de boucle. D'accord? Donc là, on va tester. Donc là, ça met bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bah, tout simplement parce que, en fait, il faut que je mette le trace après. Je reteste, et là, vous voyez qu'il a sauté le 2. Il a sauté le 2 dans l'affichage, c'est-à-dire que le 2 a bien été incrémenté, i a bien été incrémenté à 2, mais en fait, dès que le programme est arrivé à la ligne 4, ici, comme vous pouvez le voir ici, il y a les numéros des lignes, quand il est arrivé à la ligne 4, il a vu le mot-clé continu, et il n'a pas affiché la valeur i égale 2, d'accord? Il n'a pas affiché 2 en fait. Il est tout de suite remonté en haut pour continuer les prochains tours de boucle, et donc afficher 3, 4, 5, 6, 7, tout simplement parce que i ne vaudra plus 2 après dans les tours de boucle. D'accord? On pourrait aussi, par exemple, faire, je sais pas, si i est inférieur à 2. Donc si i est inférieur à 2, il va m'afficher, il va continuer les boucles, donc il va pas afficher 0, 1. D'accord? Tout simplement parce que au début, i est égal à 0, donc c'est bien inférieur à 2, donc il continue, donc il remonte, etc., etc. Un autre mot-clé qui est hyper important, c'est le mot-clé break. Alors, le mot-clé break, on a déjà vu dans le switch, dans la vidéo précédente. Et en fait, le mot-clé break, eh bien, tout simplement, arrête l'exécution du bloc. Donc là, en l'occurrence, dans notre cas, ça va arrêter la boucle, et ça va complètement arrêter les incrémentations, etc. Et ça va arriver à cet endroit-là dans l'exécution du programme. Donc là, je vais mettre un trace, fin programme, d'accord? Et en fait, là, je vais dire par exemple, si i est égal à 5, break. Donc là, le break, ça veut dire tu sors de la boucle et la boucle, tu l'oublies. Tu l'oublies complètement. D'accord? Alors je tiens à préciser, bien sûr, que ça marche aussi avec les autres boucles, hein, les mots break et continue. Donc là, le mot-clé break, il va sortir de la boucle. D'accord? Donc il va afficher tout de suite fin du programme au bout de 5. Donc vous voyez là, fin programme. J'ai oublié d'afficher, pardon, les traces. On va afficher i. Voilà. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Il arrive à la 5e valeur. Et hop, il sort de la boucle et il affiche bien sûr ce qui reste du programme. Hein. Il continue d'exécuter le reste. Donc ça, c'est deux mots-clés vraiment importants qui servent pas mal pour plein de petites choses très utiles. Donc je vous avais parlé de la boucle for each. Alors la boucle for each, elle s'utilise généralement avec des tableaux. Donc c'est pour ça qu'on va voir les tableaux maintenant. D'accord? Donc qu'est-ce qu'un tableau? Un tableau, c'est tout simplement une variable qui permet de stocker plusieurs variables à l'intérieur. D'accord? Donc là, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler mon tableau. Et on va écrire cette variable de type array. Array, c'est tableau en anglais, d'accord? Et on va faire un nouveau tableau. Donc pour l'instant, je vous demanderai juste de ne pas me poser la question de pourquoi le new, tout simplement parce que nous allons voir cette notion quand on parlera de programmation orientée objet. Sachez pour le moment que mon tableau, eh bien ça va être une variable qui contient à l'intérieur plusieurs variables. Et pourquoi on appelle ça des tableaux? Tout simplement parce que ça a la représentation des tableaux au final, puisque un tableau c'est quoi? C'est des cases, c'est plusieurs cases pardon, qui contiennent des valeurs. Et bien là c'est exactement la même chose. Donc là mon nouveau tableau, entre les parenthèses, eh bien je pourrais mettre par exemple les valeurs 2, 4, 3, 6, 10. Et donc là j'aurai un tableau qui s'appelle mon tableau, qui contient les valeurs suivantes, 2, 4, 3, 6, 10. D'accord? Donc c'est un tableau qui possède une entité, deux entités, trois entités, quatre entités, cinq entités. Ça possède 5 nombres. Donc mon tableau est un tableau de 5 valeurs, 5 éléments. D'accord? Alors petite règle à souvenir, pour indexer les différentes valeurs, c'est-à-dire pour dire que je veux récupérer la valeur 2, eh bien, il faut utiliser la syntaxe accrochée. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, afficher la valeur
2 de mon tableau, il faut que je fasse mon tableau. Et juste après, pardon, utiliser les crochets. Bon là, il veut pas utiliser les crochets. Je ne sais pas pourquoi. Pardon. Ensuite, utiliser les crochets juste après le nom de variable. Et ensuite, il faut mettre l'index de la valeur à laquelle on veut aller. Alors, il faut savoir qu'un tableau, ça commence à la valeur 0. C'est-à-dire que l'élément numéro 0 contient la valeur 2. L'élément numéro 1 contient la valeur 4. L'élément numéro 2 contient la valeur 3. L'élément numéro 3 contient la valeur 6. L'élément numéro 3 contient la valeur 10. 4 contient la valeur 10. C'est-à-dire qu'en fait, un tableau commence à 0. Hein. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, etc. Et non pas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc ça, il faut vraiment s'en souvenir. Quand on veut accéder à une valeur dans un tableau, l'index que l'on passe entre les crochets du tableau, c'est de 0 à n, n-1. D'accord? Si on a n éléments. D'accord? Donc là, si je fais mon tableau entre crochets 0, ça va accéder à la première valeur, qui est 2, et ça va me l'afficher puisque c'est ce que je demande. D'accord? Donc là, je lance mon application et vous voyez bien que ça m'affiche 2. Maintenant, si je demande le 1, je vous laisse deviner, ça va m'afficher quoi? Effectivement, ça m'affiche la valeur 4. Maintenant, je vais afficher par exemple la valeur 10. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Undefined. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur 10 n'existe pas dans le tableau. C'est-à-dire que l'élément numéro 11 dans le tableau n'existe pas. D'accord? L'élément numéro 11 à l'index 10. Hein, ce que je voulais dire par là. Donc, pour se souvenir, je vais écrire un petit commentaire ici. Je vais écrire mon tableau a donc 5 éléments. D'accord? De l'index 0 à 4. D'accord? Donc la règle générale, c'est tableau qui possède n éléments avec un index de 0 à n-1. D'accord? Donc ça c'est très important, hein, parce qu'on s'en sert souvent en développement de jeu pour par exemple définir un inventaire, par exemple. Vous allez définir par exemple un inventaire dans lequel vous aurez une torche, je sais pas, ramasser un silex, ce genre de choses, et vous allez pouvoir les stocker dans ce tableau. D'accord? Donc l'intérêt, pour revenir un peu avec les boucles et les tableaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant, avec une boucle, parcourir mon tableau. D'accord? Donc pour ce faire, je vais utiliser une boucle for dans un premier temps, on verra la boucle for each juste après. Et donc là, ce que je vais faire, c'est déclarer une nouvelle variable qui va me servir de compteur. Et je vais dire tant que je suis inférieur à 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, puisqu'on a 5 éléments, i++. Donc là, je vais faire une boucle qui va tourner 5 fois. Attention, le 5 ici, ça ne veut pas dire 5 éléments, ça veut dire juste qu'elle va tourner 5 fois pour pouvoir rentrer dans les 5 éléments, d'accord? Mais là, la valeur de i, si je l'affiche, ça fait bien 0, 1, 2, 3, 4. Et en fait, 0, 1, 2, 3, 4, on va s'en servir, donc la valeur i, pardon, on va s'en servir pour accéder aux index de la variable mon tableau. Donc si là je fais un trace de mon tableau, entre crochets i, eh bien ça va m'afficher 2, 4, 3, 6, 10 qui sont bien effectivement les valeurs de mon tableau. C'est-à-dire que au premier tour de boucle, mon tableau i, eh bien comme i vaudra 0, ça voudrait dire que c'est exactement la même chose que si on faisait mon tableau entre crochets 0, ce qui accède à la valeur numéro 2. Deuxième tour de boucle, mon tableau i vaut 1, donc ça fait mon tableau de 1, c'est bien égal à 4, etc., etc. Et quand on arrive à i est égal à 4, on remonte ici, la condition est bien vraie puisque 4 est inférieur à 5. On accède ici à mon tableau 4, donc la quatrième valeur de mon tableau
pardon, la valeur à l'index 4 de mon tableau, c'est 10, donc j'affiche bien 10. Prochain tour, on incrémente la boucle, on arrive ici, i égale 5, i n'est pas inférieur à 5, d'accord? Donc, eh bien, on s'arrête et on n'affiche plus rien. Donc on est bien arrivé aux bornes de mon tableau qui a 5 éléments indexés de 0 à 4. Si j'avais mis ici égal, inférieur ou égal à 5, j'aurais eu une valeur en trop, c'est-à-dire que j'aurais voulu accéder ici à la valeur, à l'élément numéro 5, et l'élément numéro 5 dans mon tableau n'existe pas. L'élément 4, oui, mais l'élément 5, non. Donc là, vous voyez, j'ai bien une valeur indéfinie, puisque dans mon tableau, il n'existe pas de cinquième, il n'existe pas de sixième élément indexé à 5. D'accord? Il aurait fallu ici que je mette 1, par exemple, pour commencer à 1. Mais ça n'aurait pas fonctionné, parce que ici, j'aurais dû faire i-1 pour pouvoir diminuer ma valeur i de 1 pour pouvoir retrouver mes index de 0 à 4. D'accord? Bon, là, c'est des maths un petit peu toutes simples, mais bon. On se prend pas la tête, on met directement i correspondant à nos index, et c'est parfait, on peut continuer au niveau des boucles. D'accord? Donc cette boucle for nous sert souvent à parcourir des tableaux. Mais il y a une manière encore plus simple de parcourir des tableaux dans ActionScript, c'est les boucles for each. Alors les boucles for each s'écrivent comme ça. Et en fait, la première valeur de notre boucle, premier paramètre de notre boucle, c'est une variable qu'on va appeler i ici, par exemple. Et on va écrire var i in mon tableau. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. D'abord, je vais l'écrire. Int, voilà, in mon tableau. Et là, je vais afficher i. On va voir dans quelques instants un peu la manière dont fonctionne la boucle for each. Donc là, vous voyez que ça m'affiche bien 2, 3, 4, 2, 4, 3, 6, 10. D'accord? Alors en fait, là, ce que je fais, c'est que je déclare une variable i qui va me servir de référence. C'est-à-dire que j'ai une variable i qui pour l'instant ne possède rien, n'a pas de valeur, pardon. C'est-à-dire que i est indéfini. Et quand je mets le mot-clé in mon tableau, en fait, Flash va parcourir chaque élément du tableau. C'est-à-dire qu'on n'a pas à lui donner la taille du tableau. C'est-à-dire qu'il le fait automatiquement. Il va remarquer que c'est un tableau, quand je fais in mon tableau, il va voir que mon tableau est de type array, donc il sait que c'est un tableau, et il va parcourir chacun des éléments qui se trouvent dans le tableau. Et à chaque élément qu'il va trouver, à chaque élément que Flash va trouver via la boucle for each, il va récupérer le contenu de l'élément qu'il est en train de parcourir et le mettre dans la variable i qui nous sert en fait de élément temporaire en quelque sorte. C'est-à-dire que si j'affiche ici i, eh bien j'ai à chaque parcours de boucle l'élément que Flash me renvoie quand il parcourt le tableau. C'est-à-dire qu'au premier tour, euh, la boucle for each va rentrer dans l'élément à l'index 0, c'est-à-dire l'élément 1 dans le tableau qui est ici, qui possède la valeur 2, et il va mettre dans notre variable de référence ici qu'on a appelé i, il va mettre la valeur 2. Et comme nous on sait qu'on a un tableau qui possède que des entiers, eh bien on affecte le type int à notre variable i de référence. D'accord? Donc cette boucle est un peu plus compliquée à comprendre, mais je vous laisse le temps de bien la comprendre avant de continuer cette formation. En tout cas, sachez que toutes les notions qui sont dans cette vidéo sont très importantes pour pouvoir suivre la suite, puisque c'est des notions fondamentales. Donc là, ici, on n'a pas besoin donc de savoir la taille de notre tableau. C'est-à-dire que si je rajoute par exemple des valeurs à mon tableau, eh bien, vous voyez, ça me les affiche aussi. On n'a pas à connaître la taille. Maintenant, si je voulais faire quelque chose d'un peu plus dynamique avec la boucle for et non pas for each, je vais reprendre le modèle de base d'une boucle for. Si je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique, c'est-à-dire sans forcément à chaque fois mettre le nombre d'éléments exact dans la condition ici, eh bien je pourrais directement accéder à mon tableau, .length, et en fait ça me renvoie la taille de mon tableau, d'accord? Seulement, vous allez voir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, excusez-moi, là j'ai tracé i, alors que moi je veux tracer mon tableau.
hop, ah, j'ai du mal du coup avec les shifts. Voilà. Moi, je veux tracer mon tableau à la position I, et en fait, vous voyez bien que length me renvoie bien la taille de mon tableau. D'accord? C'est-à-dire que là, ici, je sais que mon tableau, .length, me renvoie le nombre d'éléments qui se trouvent à l'intérieur. Et attention, ça me renvoie bien le nombre d'éléments et non pas les index. C'est-à-dire que là, si j'affiche mon tableau.length, ça va me renvoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va me renvoyer 10 et pas 9. D'accord? Donc il faut y faire très attention. Donc là, on a vu quand même pas mal de notions. Je vous invite à les revoir si vous ne les avez pas toutes assimilées. Alors j'essaye beaucoup dans les fondamentaux de reprendre à chaque fois des notions, c'est pour ça que je me répète beaucoup sur plein de choses, mais c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment intégrer pour pouvoir développer les jeux, parce que il faut que ça devienne des automatismes, et surtout des automatismes quand vous pensez à ce que vous souhaitez faire. Il faut que ça devienne des outils, et il ne faut pas que vous tapiez bêtement ce que vous écrivez en copiant. Il faut vraiment comprendre le sens des choses en programmation pour pouvoir inventer des logiques pour vos différents gameplays dans vos jeux. C'est-à-dire que quand vous allez développer un jeu, vous n'allez pas copier du code de quelqu'un d'autre, vous allez peut-être vous en inspirer pour comprendre comment il a fait un algorithme, par exemple. Bien sûr, au début, ça va être le cas, mais vous n'allez pas copier-coller du code en pensant que ça va marcher comme ça. Il faut vraiment comprendre le fonctionnement de toutes les notions, ce qui vous permettra après de vous en servir comme des outils, exactement comme le peintre a des couleurs et des pinceaux, et il copie pas, on lui prend pas sa main comme un robot, en lui bougeant sa main toute seule, il le fait d'instinct, parce qu'il connaît ses outils et qu'il est capable d'appliquer ce qu'il pense et ce qu'il veut faire avec les outils qu'il a appris. Et là, vraiment, le but de ces tutos, c'est vraiment de vous apprendre des outils. Et bien sûr, ensuite, de vous montrer comment on les applique dans des TP. Mais bon, le plus important, c'est vraiment de comprendre les outils. Sur ces dernières paroles, je vais vous laisser dans cette vidéo et on va se voir dans la prochaine. Donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez surtout pas à revisionner cette vidéo si vous n'avez pas compris certaines choses. À bientôt!